Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Libéria. Mes trois invités sont restés avec moi, Madame Lady Ngom EPC, Monsieur Baki Youssoufou et Brice Nzamba. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Que ce soit George Weah ou Joseph Boakai, les défis auxquels fera face le prochain président du Libéria sont immenses, comme nous le montre ce sujet de la rédaction signée Deogracias Podo. Plus de 2 millions d'électeurs libériens se rendront aux urnes en octobre 2017 pour voter dans le cadre des élections présidentielles et législatives. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, au bout de ses 2 mandats constitutionnels, ne pourra donc plus se représenter. Elle avait pris fonction en 2006 avant d'être réélue en 2011. Une opportunité pour d'autres acteurs, particulièrement ceux de l'opposition, de se positionner davantage sur l'échiquier politique. Mais le défi sera surtout de combler les attentes des Libériens, notamment en matière de sécurité, car 14 ans après la fin de la guerre civile, l'économie libérienne peine toujours à se stabiliser. Les forces de défense manquent de moyens, le système sanitaire demeure fragile et des efforts restent à fournir en matière de lutte contre la corruption. Mon gouvernement s'était fixé 3 objectifs: créer des emplois pour les jeunes, construire plus d'infrastructures routières et fournir de l'électricité à toutes les régions du pays. Nous avons fait des efforts, mais devons continuer à lutter contre les fléaux comme la corruption qui ont nui à la société à tous les niveaux. Selon les Nations Unies, la situation en matière de sécurité au Libéria est généralement satisfaisante. Sur le plan économique, la dépendance du gouvernement à l'égard de l'aide étrangère, l'insuffisance des investissements dans l'agriculture, le tourisme et d'autres activités économiques, ou encore l'épidémie Ebola, seraient également responsables de l'état actuel du pays. La stabilité de notre économie implique de prendre véritablement au sérieux la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites. Le Libéria est déjà un pays pauvre, mais souvent certaines de nos autorités prennent l'argent du pays comme un bien personnel. Et trop souvent, ces personnes sont connues. Notre pays peut encore se relever. Pour un pays qui regorge d'importantes ressources naturelles, de terres riches en agriculture et d'une remarquable biodiversité, certains estiment que le Libéria peut redresser son économie, grâce notamment à une volonté politique et à la participation de toutes les composantes de la société. Beaucoup espèrent que le prochain exécutif tentera de mettre en œuvre de meilleures stratégies afin d'attirer les investisseurs et créer des emplois. Madame EPC, il y a un phénomène auquel Ellen Johnson Sirleaf n'aura pas réussi à s'attaquer fondamentalement, c'est la corruption. Pourquoi c'est si dur de s'attaquer à ce phénomène en Afrique? Je ne dis pas que c'est un phénomène endémique, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption ailleurs. Mais l'Afrique n'est pas autonome, tout simplement, il n'y a pas de secret. Et à partir de ce moment-là, quand on est dans la duplicité, même malgré soi, quand on est dans les compromis, même malgré soi, ma foi, c'est le lit de la corruption, à minima, tout simplement. Et comment faire? Mais comment faire? C'est en cela que tout à l'heure nous parlions de George Weah. Les anglo-saxons disent « Successful people are people who always go the extra mile ». Les gens qui réussissent sont ceux-là qui font le pas supplémentaire. Et c'est peut-être ce qui caractérise aussi son tempérament de sportif. C'est, on l'a vu, retourner à l'école alors qu'on est déjà celui que l'on est. Il n'était pas obligé de le faire, il a voulu le faire. Donc il y a de belles perspectives. Je ne vote pas au Libéria, donc je peux en parler librement. Il y a de belles perspectives. Il peut peut-être puiser cette énergie nouvelle qu'il n'y a pas dans le prédécesseur, dans Joseph Boakai, qui est le vice-président de Mme Sirleaf. Il peut peut-être pouvoir réunir autour de lui, mobiliser la communauté internationale pour que les choses auxquelles le gouvernement précédent, le gouvernement sortant n'a pas pu s'attaquer, puissent être prises en compte. Il va être non pas dans une continuité pour reproduire le même schéma, mais apporter une énergie nouvelle et faire la différence aussi. Brice Nzamba, vous êtes juriste. Est-ce que il y a en Afrique des facteurs aggravants par rapport au phénomène de la corruption, à savoir par exemple manque de sanctions ou autre? Qu'est-ce qui fait effectivement qu'il est fondamentalement compliqué de s'attaquer sensiblement à ce phénomène? Écoutez, il faut déjà voir ça au niveau sociologique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une culture ambiante chez les Bantous ou en Afrique subsaharienne qui veut que quand on est responsable et qu'on est issu par exemple d'une tribu, c'est tout à fait naturel et normal d'aider les gens
de son coin, souvent, parfois même gratuitement, parfois moyennant quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi parfois le salaire n'est pas à la hauteur des charges et qu'on pense pouvoir pallier à ces déficits de salaire en prenant donc des pots de vin. Mais bon, c'est pas des excuses. La corruption est un pan de la solidarité en Afrique. En fait, c'est une façon... dérivé. Non, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est deux éléments de tentative d'explication. Ce n'est pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abord un ventre mou sur lequel cet élan de corruption s'assoit. C'est je dirais, cette dégénérescence ou cette décadence de notre culture de base de solidarité qui est un peu détournée. Mais à la vérité, c'est la mollesse de l'État. Voilà. C'est-à-dire que dans un pays où il y a l'État, c'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des institutions, la corruption est vraiment résiduelle. Le pays où il n'y a pas de corruption n'existe pas. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que la corruption est résiduelle. Oui, la différence, c'est au niveau de l'ampleur du phénomène. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi c'est résiduel? Parce que les hommes qui sont là, précisément, ils évitent en fait ils ont peur, ils craignent la loi. Ils savent que si je fais un impair, il y aura des conséquences. Le parquet va s'en saisir, il y aura l'ouverture d'une enquête. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive en Afrique à avoir peur, à craindre la loi plus que les fétiches. Ou à la respecter, tout simplement, ce serait bien assez. C'est la même chose, quand on craint, on respecte. C'est-à-dire que le problème que nous, en Afrique, je vais vous prendre un exemple. Il y a des murs, des propriétaires qui disent, au lieu de dire que si vous dégradez mon mur, telle loi va s'en prendre à vous, vous allez payer tel montant d'argent, les gens... Vous pouvez mettre ça, les gens, ils n'ont rien à faire de ça. Oui. Mais si vous mettez quelques gris-gris, je ne sais pas quoi, personne ne viendrait là. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif africain, les gens respectent plus ce qu'ils croient avoir un effet direct sur eux, c'est-à-dire des gris-gris et autres, que la loi. Mais pourquoi? Parce que les gouvernants ne font pas le travail pour que les citoyens deviennent des citoyens, c'est-à-dire qu'ils comprennent que dans un État policé civilisé, c'est d'abord le règne de la loi. Et le règne de la loi, c'est le règne de la raison. Youssoufou, s'il vous plaît. Quand on est ministre, en Afrique, on est d'abord ministre pour son village, pour sa collectivité, avant de l'être pour soi, c'est ça? Pour beaucoup de pays, oui. Qu'en est-il du Libéria? Du Libéria de moins en moins, parce que cette campagne, par exemple, dans les premières vidéos de George Weah, il commence par dire donner notre explication de la corruption. Il dit, c'est des gens qui arrivent, qui sont nommés ministres, qui sont des paysans, qui 2 ans après sont des milliardaires. Moi, j'ai beaucoup d'argent, vous le savez, et je n'aurai pas besoin, et j'irai chercher des successful people pour c'est limite comme argument. C'est limite, c'est limite. En fait, mais Donald Trump l'a dit, j'ai pas besoin du salaire de président de la République parce que je suis déjà milliardaire. Oui, mais le problème, c'est pas lui. Parce qu'en général, ceux qui sont dans la corruption, c'est parfois des chefs d'État, mais il n'y a pas que des chefs d'État. Il y a tout à fait, on en parle tout à l'heure. Allez-y très rapidement. Oui, en fait, pour revenir au libéral, moi, je suis très d'accord avec Mme EPC. Ce qui accentue la corruption, c'est le manque d'indépendance de la gestion des ressources. En fait, ces ressources aujourd'hui, la gestion des ressources aujourd'hui, les contrats, par exemple au Libéria, vers la Sierra Leone, dans la zone forestière d'exploitation du bois, des l'EVA, des palmeraies, sont exploités par des sociétés françaises qu'on connaît. Et américaines aussi. Et américaines. Et ces sociétés-là ont versé beaucoup de pots de vin, d'en haut vers le bas, c'est-à-dire du ministère, souvent jusqu'au chef de village. Et à partir de cet instant, tout le monde a l'impression que tout le monde doit prendre... ça s'institutionnalise. Voilà, et ça s'institutionnalise. Et au Libéria, aujourd'hui, c'est l'un des défis, pour moi, qu'il va falloir relever, parce qu'il y a des paysans qui sont en train de perdre leur terre, et ils n'ont plus de moyens de subsistance. Les chefs et les gouvernants ont absolument pris de l'argent des sociétés étrangères, ont signé des contrats en vendant des terrains des gens. Et aujourd'hui, ça c'est un problème qui risque une implosion parce que dans cette zone-là, n'oublions pas que la guerre a commencé dans cette zone-là et que des traces y restent encore. Alors on l'a vu dans de nombreux pays sur le continent, il y a de façon sporadique des opérations comme ça qui sont initiées avec des noms différents, mais qui finalement ne produisent pas véritablement le résultat attendu. Où est-ce que la machine de la lutte, de la répression contre la corruption est plombée?
Mais pardonnez-moi, j'aimerais quand même dire qu'une institution, un organisme comme Transparency International qui se pose comment dirais-je, en grille de lecture de où est-ce que la corruption est exagérée, devrait se mêler par ailleurs d'appréhender les choses non pas là seulement, mais où est-ce qu'elle commence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a cet assujettissement. Je veux dire, je parle d'une indépendance en chocolat, on parle des indépendances du continent des pays ou du continent africain. C'est très intéressant. C'est toujours intéressant ce que vous dites. Non, mais je veux dire ça là en l'occurrence, parce qu'effectivement, quand un député français emploie sa femme à la maison et ses enfants, ça ne choque personne. Non, mais ça c'est des affaires privées. Quand ça se passe ici, effectivement... Non, du tout. À l'échelle, j'entends bien ce que vous dites, mais à l'échelle, parce que là encore, il y a une dame qui est victime, malgré elle, de tout ce que l'on a dit. On n'en sait rien, on verra bien. C'est vite dit, monsieur, vous êtes bien un homme d'ailleurs. Il fallait que ça soit dit, et c'est dit quand même. Voilà, maintenant que c'est sorti, c'est pour ça que j'étais venue. Non, mais voyez-vous, il faudrait quand même ne pas prendre les choses à la suite. Il faut prendre le début. C'est bien beau de dire dans tel pays, la corruption, elle est oh là là, que c'est grand, que c'est trop, que c'est beau, que c'est pas beau, c'est vilain. Mais quid? Qu'en est-il des rapports nord-sud? La réalité, elle est là. Vous pensez que Transparency International devrait se préoccuper tout autant des acteurs exogènes? C'est cela, du continent. Tout autant. Parce que nous n'avons pas le gène de la corruption en nous, sur le continent non plus. Bien sûr. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il ne faut pas qu'on pose le problème de la corruption en termes nord-sud. Moi, je pense que la corruption, il y a des corrupteurs et des corrompus. C'est-à-dire qu'il faut... entre acteurs locaux. Voilà, acteurs locaux, mais il y a aussi, c'est vrai, oui, que... cette dimension, elle est importante. C'est international. La corruption est internationale. C'est un phénomène international. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène local avec des corrompus et des corrupteurs. Il y a aussi un phénomène international. Parfois, des corrupteurs peuvent venir de l'extérieur. Voilà. Alors, il appartient aux États. Je reviens encore là-dessus. C'est-à-dire un État responsable est un État qui, précisément, veille à la richesse de son pays. Et donc, lorsqu'on passe des contrats avec des sociétés étrangères, l'État devrait mettre en place une série de lois pour protéger... Mais les lois existent. Oui, mais les lois existent. Il faut des institutions pour les respecter. Voilà. Maintenant, quand les institutions de l'État ne sont pas en mesure parce que il y a c'est du copier-coller mal adapté. Voilà. Oui, bon, c'est pas toujours l'excuse, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une société civile, parce que comme il y a une méfiance vis-à-vis de l'État, parce qu'il y a des corrompus qui peuvent s'accaparer des institutions de l'État. Et la société civile, c'est pas la société civile non plus. Hein. La société civile peut, la société civile peut agir si elle est bien organisée. On en revient encore à la loi. Oui. Il faut donner aux sociétés civiles, par exemple, le droit par exemple, de saisir les tribunaux locaux, mais pas que locaux, hein, pas que les tribunaux locaux. Et quand il y a des sociétés internationales qui sont, par exemple, mises en cause, où il y a des soupçons, des indices sur ces sociétés locales, les sociétés internationales, d'avoir la possibilité aussi d'agir dans des pays où ces sociétés ont leur siège social. Mais alors, vous êtes en train de nous expliquer, le juriste que vous êtes, est en train de nous expliquer que la réponse doit être d'abord répressive. Non, au travers de la loi. Voilà, il faut apporter une réponse. En fait, la sanction doit tomber à chaque fois que le phénomène est mis en œuvre. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une culture. La corruption, c'est une culture. Une culture, ça vient d'abord d'un acte et puis un acte qui devient une habitude. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en France ou ailleurs, il y a de la corruption, mais dès lors que c'est su, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Voilà. Mais dans les pays africains en général, même quand il évoque le facteur, Maître Nzamba évoque le facteur culturel. C'est quelque chose dont vous êtes vraiment convaincu? Non, totalement pas. Non. Totalement pas. Parce il n'y a pas de peuple culturellement plus convaincu. Non, mais c'est pas ce qu'il a pas dit ça. Il faut pas dénaturer. Même sur l'aspect juridique, moi j'ai accompagné les paysans sierra-léonais et libériens à essayer de se défendre au niveau international contre une grande multinationale franco-belge qui exploite les palmeraies et donc qui expulse les paysans. Je vois de quoi vous parlez, oui. Voilà, je ne vais pas vous entraîner dans un procès, donc je ne citerai pas cette société, mais qui sévit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Libéria et en Sierra Leone. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Les paysans sierra-léonais ont été emprisonnés par leur propre gouvernement. Lorsqu'on a essayé de porter l'affaire, le corrupteur n'est pas inquiétable sur place. Donc, en fait, à partir du moment, quand nous, on a essayé de porter l'affaire en France, la justice française a agi, mais à tâtons. Parce que le gouvernement français
ne peut pas taper sur cette société-là. Donc je pense que ce que Mme EPC disait tout à l'heure sur l'indépendance, ce n'est pas qu'une histoire d'indépendance. Mais ça, c'est ce qui est de la corruption transnationale. C'est-à-dire qu'il faut rester quand même proportionné. Moi, je me dis qu'il faut rester proportionné dans la mesure où, en France, par exemple, il y a une loi qui est entrée en vigueur il n'y a pas longtemps et qui permet aux personnes qui ont subi des préjudices dans des lieux où les sociétés françaises exercent ou exploitent, de pouvoir attaquer ces sociétés ici en France. Donc ça, c'est déjà une possibilité de rendre justice. Oui. Maintenant, il appartient aux justiciables. Il faut avoir les moyens. Ça, c'est pas l'État. Quand vous êtes un pauvre paysan libérien, ça, c'est aux États africains. Quels moyens avez-vous de venir porter plainte devant le tribunal français? Mais ça, c'est soit les États africains qui sont... ou la société civile. Madame EPC, oui, je vous écoute. Vous avez... Non, mais je serai bref dessus. Très rapidement, je voudrais juste dire que sur la dimension, dans le mot corruption, il y a beaucoup de choses qui sont relatives finalement. Parce que quand on parlait tout à l'heure du chef du village, de ceci, de cela, dans des pratiques culturelles et sociales, si je vous donne une bouteille de vin de palme, est-ce que je vous corromps? Est-ce que je vous fais un cadeau? Oui, mais que dit le regard extérieur de cet acte? Si j'offre une vache à mon chef de service parce qu'il a perdu sa mère... Je parlais bien des sociétés traditionnelles. Oui. Voilà, si vous posez un acte qui, pour vous, dans votre tradition... La frontière est mince, hein. Oui, non, mais la lecture aussi, de quelle fenêtre parle-t-on? Mais c'est très rapidement. Une autre dimension de la question, il y a une étude comparative entre l'Asie et l'Afrique par rapport au phénomène de la corruption qui révèle que les corrupteurs et corrompus asiatiques investissent les fruits de la corruption chez eux en créant de la richesse, des emplois, de la valeur ajoutée, tandis que les Africains, eux, préfèrent venir déposer les fruits de la corruption dans les banques occidentales. Qu'est-ce qui fait justement que nous n'arrivons pas... Enfin, je dis nous... je m'en préserve. Qu'est-ce qui fait effectivement que ce phénomène qui a tant d'ampleur sur le continent, que les acteurs n'investissent pas, bien évidemment, les fruits de la corruption dans leur pays? Est-ce que c'est parce qu'on investit chez soi quelque chose mal acquis, qu'on en est moins... Voilà. Ça n'absout pas, bien entendu. Mais c'est déjà ça. Oui, mais en fait, ce qu'il faudrait dire à mon avis... Très rapidement. Voilà, ce qu'il faut dire à mon avis, c'est qu'il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques africains et l'État et les États africains. Il y a une crise de confiance, c'est-à-dire que ces acteurs politiques-là ne croient pas que les États dans lesquels ils sont capables d'assurer la protection et la pérennisation de leur acquis mal acquis, en fait, de leur mal acquis, en fait. C'est pour ça qu'ils préfèrent. Ils préfèrent voilà, exactement, parce qu'ils se disent que... Mon dernier mot, ce sera pour féliciter la présidente sortante, Mme Ellen Johnson-Sirleaf, et j'espère qu'elle fera beaucoup d'émules dans le mental, notamment de ceux-là même qui n'entendent pas qu'une femme puisse être présidente de la République. Madame Lady Ngomang EPC, vous êtes chercheure en droit, par ailleurs présidente de l'Alliance des femmes de médias. Merci Madame EPC, d'avoir été des nôtres. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, merci à vous. Et puis Baki Youssoufou, fin connaisseur de la vie politique libérienne. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat consacré au Libéria. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.